Le journaliste et réalisateur Yves Azeroual nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous Merci. êtes au micro de Laurence Goldman. Bonjour Laurence. Bonjour Margot, bonjour Yves Azeroual. Bonjour. Votre documentaire 7 octobre 2023, Israël attaqué par le Hamas, l'histoire d'un massacre, c'est le titre. Ce documentaire sera diffusé ce soir à 21h10 sur BFM Story. RMC Story. Sur RMC Story, excusez-moi. C'est le même groupe, donc je me suis trompée, pardonnez-moi. C'est le fruit donc ce documentaire d'une longue enquête réalisée sur le terrain qui raconte minute par minute ces 24 heures au cours desquelles l'attaque la plus sanglante de l'histoire d'Israël a été perpétrée par ce groupe terroriste islamiste. Tout d'abord, Yves Azeroual, une question sur la date de diffusion de votre film, au lendemain du premier tour des législatives. C'est un hasard ? Disons que, alors pour la programmation, c'est pas le réalisateur qui décide ni le producteur, mais c'est la chaîne. Mais je pense qu'ils ont bien choisi. Ils ont bien choisi entre les deux tours parce que ça a un écho évidemment en France, dans la mesure où on a quand même vécu ici en France un certain nombre d'événements avec des échos concernant un certain parti politique dont les accointances avec le Hamas n'étaient pas trop éloignées. Votre documentaire propose des témoignages et des images inédites de ce qui s'est passé le 7 octobre. Le gouvernement israélien a organisé dans plusieurs pays, dans la France, dès le mois de novembre, des projections des images du 7 octobre à destination des journalistes, des politiques. Il y a eu une projection à l'Assemblée nationale notamment. L'animateur Arthur, lui, il a réalisé un documentaire sur le festival Nova. Quelle était votre intention à vous, Yves Azeroual, en réalisant ce documentaire ? D'abord, le reproche que je pourrais faire à l'État d'Israël, c'est d'avoir simplement ciblé des décideurs. Or, ces images, il fallait montrer au plus grand nombre. Toujours et je comprends, c'est par pudeur, c'est pour préserver les familles, mais aujourd'hui, les familles témoignent, aujourd'hui, les familles autorisent la publication des vidéos, même si elles sont terribles, même si elles sont dures. Or, montrer ces images terribles à 40 personnes, 40 élus, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut le montrer au plus grand nombre. Donc, ce qu'a fait Arthur, en ciblant uniquement le Festival Nova, or moi, j'ai décidé, avec l'équipe de production, de démarrer ce documentaire la veille. Pourquoi la veille ? Parce qu'on est la veille de Shabbat et la veille de Simchat Torah, des fêtes joyeuses, et on montre comment la société israélienne est complètement inconsciente, ou plutôt, elle est dans les préparatifs de la fête. Et comment, de l'autre côté, on se prépare, non pas depuis la veille, mais depuis 2 ans, à commettre ce qui sera le plus grand pogrom de juifs après la Shoah. Donc c'était important de mettre ça en perspective. Et encore une fois, ce film, c'est un témoignage contre l'oubli. Voilà comment je l'ai conçu et j'ai voulu que le public, si le public le regarde, l'adoptera. Alors, il y a donc une série d'images inédites, celles filmées par les terroristes eux-mêmes avec leurs caméras GoPro pendant les massacres, celles des victimes israéliennes également, dont certaines ont filmé les scènes de massacres auxquelles elles assistaient. Le plus souvent, ensuite, elles ont été elles-mêmes assassinées. Puis également des images de l'armée. Comment vous êtes-vous procuré tous ces contenus inédits ? Alors, il y a à la fois des images de l'armée. Bon, évidemment, il y a une pré-enquête. Donc, avant d'aller sur le terrain, on rencontre un certain nombre de personnes. On rencontre les porte-paroles de l'armée, mais aussi de la police, mais aussi les responsables des kibboutz, parce qu'on a eu accès aux caméras de vidéosurveillance des kibboutz, de certaines villes, de Sderot, d'Ofakim. Et c'est un travail de longue haleine, c'est un travail journalistique. Il faut entre guillemets, les amadouer. Il faut leur raconter ce qu'on veut faire. J'ai envie de dire, il faut montrer patte blanche. Notre intention, c'était de montrer au plus grand nombre la manière dont ces Israéliens ont été traités, humiliés, battus, décapités, violés. Voilà ce que je voulais montrer. Je voulais montrer la réalité. Et pas, encore une fois, pas à une dizaine de personnes. J'espère au plus grand nombre. C'était l'intention. Et les Israéliens qu'on a rencontrés, les officiels, ont compris notre démarche. Il y avait peut-être aussi du côté d'Israël la nécessité qui s'imposait de plus en plus de montrer ces images des massacres, tant le déni par certains, on va en reparler, gagnait une partie de la planète. Dès le 8 octobre, dès le 9 octobre, alors que les terroristes, contrairement aux nazis, ont montré leurs exactions, eh bien, les Israéliens ont
ont peiné à montrer, c'est-à-dire que c'est l'inversion, c'est-à-dire que la victime devait se justifier, alors que les auteurs de ces crimes ont montré leurs actes. Et dès le 9 octobre, il y a une latence d'une journée, dès le 9 octobre, ils ont commencé à mettre en doute un certain nombre de personnes, ici en France, mais partout dans le monde, que ces crimes étaient-ils vraiment aussi horribles que ça ? A-t-on vraiment eu autant de blessés, autant de morts ? Y a-t-il eu vraiment des viols ? Voilà les questions qu'on entendait ici et là, qui sont terribles. Donc j'espère que ce film va, une bonne fois pour toutes, montrer la réalité. Ce qui m'a frappé en regardant votre documentaire, Yves Azeroual, c'est le sang-froid finalement des rescapés que vous avez rencontrés et qui ont témoigné devant votre caméra. Ils réussissent à poser des mots sur ce qu'ils ont vécu. Est-ce que c'est la fameuse résilience israélienne dont on parle souvent ? C'est une réalité que vous avez constatée ? D'abord, ils nous ont accueillis vraiment les bras ouverts. J'ai été impressionné. Alors, on n'a pas mis tous les rescapés et tous les anciens otages, parce que ce film aurait fait 3 fois 80 minutes. Ils avaient envie de parler. Ils étaient contents de savoir qu'une télévision étrangère se penchait sur leur drame, sur leur douleur, et ils étaient même très étonnés que ça ne soit pas que simplement du israélo-israélien. Donc ils nous ont vraiment accueillis, et quand je leur ai raconté la manière dont je voulais les filmer, la manière dont je voulais raconter leur douleur, ils y ont été très sensibles, et voilà, j'ai essayé simplement de leur tendre le micro et de les écouter, ce qui est très rare à l'étranger. Généralement, d'emblée, je ne sais pas si vous avez vu cette interview où un journaliste interroge une rescapée, et à la 3e question, elle lui pose « Mais c'est vraiment ce que vous avez vécu ?» Je crois que c'est une chaîne anglaise ou américaine, je ne me souviens plus très bien. Voilà, mais moi, je ne mets pas en doute leurs paroles. Parce que ce qu'ils ont vécu, ils l'ont vécu dans leur chair, leur famille. Les rescapés dont vous parlez, l'ancienne otage, Lena Tropanov, elle a perdu son mari. Son fils est retenu en otage. On ne sait pas s'il est mort ou pas, s'il a été exécuté ou pas. Irit, qui est du kibbutz Niroz, elle aussi, elle a vu ses voisins mourir, elle a vu ses amis de toujours mourir. Ça fait 30 ans qu'elle habite dans ce kibbutz. Donc moi, j'ai voulu raconter leur douleur, leur tendre le micro encore une fois, et diffuser à tous ce que c'est qu'un pogrom. Parce qu'au-delà des mots, quand on raconte c'est un pogrom, il y a un témoin qui dit c'est la Shoah. Tout ça, ce sont des mots, mais il y a des réalités humaines derrière, et c'est ce que j'ai voulu transmettre. Alors on comprend très bien quel était le plan du Hamas en commettant ces attaques, avec ce plan qui était donc préparé de longue date. Et vous interrogez le géopolitologue Frédéric Ancel, et il décrit, je le cite, cette scénographie de l'effroyable que l'on retrouve dans tous les processus génocidaires. C'était clairement l'intention du Hamas, assassiner le plus de juifs possible, avec une cruauté inimaginable en fait. Il y avait plusieurs intentions. D'abord, c'était évidemment de tuer, mais aussi, et on le dit parce qu'on a des vidéos de terroristes qui ont été pris par les services secrets israéliens qui les interrogent. Il y avait une volonté de tuer, il y avait une volonté de prendre le plus de personnes en otage, parce qu'ils savent pertinemment combien la vie humaine est importante pour les Israéliens, mais aussi dans le judaïsme. Et aussi, c'était pas simplement les tuer, c'était leur faire le plus de mal possible, le plus de souffrance possible, avec des actes d'une barbarie qu'on n'imagine même pas. On raconte, il y a des témoins, il y a un jeune qui est un rescapé de Nova, qui nous raconte ce qu'il a vu en sortant. Il s'est réfugié dans une benne à ordures, et quand les soldats israéliens sont venus, il sort et il voit des corps, je raconte, mais mutilés, des corps de femmes, ce qu'ils ont fait aux femmes, cette violence sexuelle, c'était des objets sexuels. Ça n'a pas été seulement des viols, c'est aussi des sévices sexuels, des tortures sur ces femmes. Il raconte qu'il a vu, dans le vagin des femmes, des morceaux de bois, des morceaux de fer, qu'ils ont été au-delà de la cruauté et de la barbarie. C'est-à-dire que, c'est ce que dit Frédéric Ancel, on ne veut pas simplement faire mal, on veut souiller sa victime. Voilà un peu le projet de ces terroristes-là.
On a une idée aujourd'hui précise de la manière dont les chefs du Hamas ont conçu cette attaque. Alors vous le racontez très bien, ça commence par une pluie de roquettes au petit matin, sur tout le sud d'Israël. Et ensuite, c'est une attaque terrestre, maritime, aérienne qui débute. Finalement, c'est un plan qui a été minutieusement préparé. C'est ça aussi que le gouvernement israélien a sous-estimé. La capacité logistique, la capacité technique, technologique du Hamas. Alors, c'est-à-dire que d'abord, on est Shabbat, on est Simchat Torah, la majorité des militaires, on leur a accordé des fêtes, donc l'ensemble des militaires ne sont pas présents sur les bases, ça c'est une première chose. Deuxièmement, l'ennemi principal d'Israël pendant cette époque, c'est l'Iran. C'est l'Iran, ouais. C'est l'Iran. Et surtout, ils pensaient que en laissant le Qatar envoyer des centaines de millions de dollars à Gaza, ça allait calmer la population. Mais le Hamas, lui, depuis 2 ans, il préparait cette attaque. Et ils l'ont fait minutieusement. Les roquettes qu'ils lancent sur Israël à 6h, 6h30, c'est une diversion. Ils balancent le maximum de roquettes pour que les gens aillent dans les abris, dans les pièces sécurisées. Et pendant ce temps-là, et c'est ce que je décris minute par minute, on va complètement endormir les caméras de surveillance, ce fameux mur qui est un peu une ligne Maginot, qui a été éventré en quelques minutes. Les caméras de surveillance, on appelle en Israël les observatrices. Ce sont essentiellement des femmes qui surveillent sur leur écran la barrière de sécurité. Mais elle n'avait plus Dieu pour voir, puisque les caméras avaient été explosées. Donc très vite, ensuite, ils ont commencé à pénétrer par 3 endroits différents. Ils ont ébréché, puis éventré cette barrière de sécurité. Et après, là, vous avez 3000 hommes, pas uniquement du Hamas, et leurs alliés, et pas uniquement, entre guillemets, des commandos, mais aussi des civils palestiniens qui sont rentrés dans leur suite et qui ont commis, comme les autres, des actes de barbarie, des viols, des vols. Enfin, ce que je raconte dans le documentaire. Ouais, on va pas le raconter, les auditeurs le verront ce soir, mais il y a quand même des scènes qui dépassent tout ce qu'on aurait pu imaginer. Ils viennent en famille, des pères avec des fils, et à tour de rôle, ils violent la même jeune fille. Je vois que Paul Amar nous écoute, ça va au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer. Le père viole, le fils viole ensuite la même fille, et suivi le cousin. du neveu, voilà, du cousin. Et d'ailleurs, à un moment, pardonnez-moi, mais à un moment, les autorités israéliennes l'interviewent et il lui dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» etc. Il dit « Une fois, j'ai dormi avec elle. Oui. » Elle lui dit « Non, dormir, c'est pas ça, dormir. Raconte-nous ce que tu as fait. » Et là, il concède qu'il l'a violée. Et après, il dit « Après, on est parti. » Il lui dit « Non, après, tu n'es pas parti. Qu'est-ce que tu as fait ?» Il dit « Mon père l'a tué. » Mais pire encore, si je peux me permettre, c'est que on a une rescapée de Nova, Darine, dont le témoignage est très fort. Elle est là. Elle s'est cachée avec ses amis pendant 7 heures dans sa caravane. Et c'est un témoignage très fort parce qu'elle ne voit rien, mais elle entend tout. Elle entend tout de sa caravane. Ils n'ont pas pénétré dans la caravane, ils l'ont oublié. Et elle entend devant la porte de la caravane un viol. Elle comprend un peu l'arabe et elle entend surtout la victime crier. Mais c'est pas terminé. Donc une fois qu'ils l'ont violée, ils la tuent, ils l'exécutent. Elle pense que la douleur de cette femme, c'est terminé. Or, elle entend en arabe qu'ils reviennent, et il y en a 2 d'entre eux qui violent le cadavre. Voilà la réalité. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que les mouvements féministes n'ont pas voulu raconter, se sont tus. Ça aussi, c'est une souffrance pour les Israéliens. Ça aussi, ça a été terrible. Ça a été le déni de ce qui s'est passé. Non seulement on ne les a pas entendus, mais on n'a pas cru ce qu'elle disait. Encore un mot sur votre documentaire, Yves Azeroual. Le début de la riposte de l'armée israélienne, il se situe aux alentours de 10h30, soit 4 heures après le début de l'attaque. Et ce qu'on réalise en regardant votre film, c'est que pendant de longues heures, les habitants du sud d'Israël se sont défendus et ont combattu entièrement seuls. Et on voit le courage de certains. Je pense à cette femme, je crois que c'est Anir Oz, qui est dans son mamad toute seule avec sa fille. Et
la porte ne ferme pas à clé et elle imagine avec un sang-froid incroyable comment bloquer cette porte. Elle réussit finalement, elle a survécu. Ils étaient livrés à eux-mêmes, encore une fois. Alors il y a des soldats de manière autonome qui sont arrivés sur les lieux. Puis il y a des héros. Et puis il y a des héros. Alors on en avait 2, on devait faire un choix, donc on en a rencontré un qui nous raconte la manière dont il a, lui et sa famille, sauvé près de 300 jeunes à Nova, en faisant des allers-retours avec son pick-up. Alors, je ne veux pas tout raconter, mais c'est un Israélien d'origine irakienne, je crois, qui parle couramment l'arabe. Donc, il s'est fait passer en arrivant sur le site pour un Palestinien. Donc, il leur dit à ceux qui sont en train, aux civils essentiellement, qui sont en train de piller les voitures, de les incendier, de violer certaines femmes, etc. Il leur dit « Allez plus loin, il y a beaucoup plus de butin là-bas. » Donc, il les fait s'éloigner et il arrive à sauver un groupe de filles. Mais c'est vrai que l'armée a été un peu... prise dépourvue, c'est-à-dire qu'elle ne s'imaginait pas ce qui allait se passer. La déconvenue a été plus que sévère, c'est-à-dire qu'ils étaient dans un état de sidération qu'il leur a fallu pas mal même Netanyahou, il ne prend la parole qu'à 11h30. C'est-à-dire qu'on imagine comment il fallait déjà mettre sur pied la contre-offensive, réunir aussi, ce que j'ai dit, les soldats qui étaient off, qui étaient chez eux, et puis il y avait Shabbat aussi. Alors le téléphone sonne et tout, mais ceux qui sont majoritairement religieux, ils ne savent pas encore qu'ils peuvent décrocher. Alors il y en a qui nous racontent, ils ont quand même consulté leur téléphone, et ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Ils regardent ça. Après, il y a eu les images. Après le Hamas, ça aussi c'est différent de toutes les autres guerres. Ils ont publié leurs crimes, ils ont diffusé par jouissance ce qu'ils étaient en train de commettre. Pire encore, ils volaient les téléphones portables de leurs victimes et ils envoyaient à leurs parents, à leurs proches, les scènes qu'ils étaient en train de commettre. Voilà ce que les Israéliens ont vécu ce 7 octobre. Un mot sur la voix off de votre documentaire Yves Azeroual, c'est l'acteur Philippe Torreton, dont on connaît l'engagement depuis le 7 octobre aux côtés d'Israël. J'imagine que c'est pour cette raison que vous avez pensé à lui. Alors, d'abord parce que j'ai une grande admiration pour cet acteur que j'ai vu quand il était à la Comédie Française et dans les films et un certain nombre. Et c'est vrai que son nom s'est imposé. Ça allait de soi que ça ne pouvait être personne d'autre que lui. Philippe Torreton, d'abord pour son engagement et puis aussi parce que c'est un acteur talentueux. Alors, vous l'avez dit, vous évoquez également longuement les tortures, les sévices sexuels dont ont été victimes des femmes et des jeunes filles israéliennes. Vous aviez, il y a 4 ans, je crois, Yves Azeroual, réalisé un documentaire sur l'islamo-gauchisme qui alertait sur cette idéologie extrémiste et antisémite. Cette obsession haineuse d'Israël et des Juifs chez certains membres de la France insoumise, qui nient donc la réalité du 7 octobre, on l'a vu tout au long de la campagne pour les européennes et ça a continué jusqu'à hier soir, puisque Rima Hassan s'est affichée derrière Jean-Luc Mélenchon. Tout ça, finalement, ça ne vous a pas étonné? Écoutez, si on devait résumer ce qu'est l'islamo-gauchisme, c'est cette image dont vous venez de parler. Le gauchiste Mélenchon qui met à sa gauche l'islamiste Rima Hassan. Tout est résumé dans cette image. C'est-à-dire qu'au-delà de la conquête des voix des quartiers, au-delà de ça, il y a une stratégie pensée par LFI, par Mélenchon. C'est Éric Coquerel qui lui avait susurré ça. Écoutez, je veux résumer en un mot. On a aujourd'hui un parti antisémite en France, tout simplement. LFI. Et la majorité de ses représentants sont des antisémites. Voilà, tout simplement. Et Rima Hassan est l'expression, avec ses fake news, dont elle vient quand même de balancer via un tweet que les soldats israéliens entraînaient des chiens pour violer les Palestiniens. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est pas qu'elle le fasse, parce qu'elle est coutumière de ça. C'est que personne, à part vous, ici sur les radios juives, mais également sur CNews ou dans d'autres médias, personne ne s'est dit, mais c'est scandaleux. Imaginez si quelqu'un avait dit que les Russes ou les Ukrainiens entraînaient des chiens pour
prendre le foie ou les reins d'un soldat russe ou d'un soldat ukrainien. Ça aurait fait la une de toute la presse, des médias publics comme des médias privés. Or, c'est passé crème. C'est assez... Voilà la situation dans laquelle on se trouve. Alors, j'aurais une dernière question, si Margot Siffer m'y autorise, à la fois à vous, Yves Azéroal, et peut-être également à vous, Paul Amar. Comment, à l'aune de ce que vient nous expliquer Yves Azéroal, on peut interpréter le vote des Parisiens en faveur de certains LFistes qui se sont illustrés par leur prise de position très hostile à Israël, Daniel Obono, Émeric Caron, Sophia Chikirou, pour ne parler que d'eux, Paul Amar. Ils ont quoi en tête? Enfin, on n'est pas dans la tête, mais tout ça, c'est mis sur le côté par ces électeurs. On ferme les yeux. J'habite à Paris, comme la plupart d'entre nous, j'imagine, et j'étais moi-même impressionné par la percée spectaculaire de LFI dans la capitale. Yves Azéroal l'a très bien dit. On a affaire, quand je pense aux frasques de Jean-Marie Le Pen à l'époque, moi j'avais posé les gants. Pour Jean-Marie Le Pen, j'ai même perdu un 20 heures. Quand je pense aux frasques de Jean-Marie Le Pen, c'est rien à côté de ce que disent, de ce que font les membres de LFI, Mélenchon en tête, qui, il ne le faut pas l'oublier, moi je le rappelle, était franc-maçon. Il était laïcard. Il se foutait, il se moquait des femmes voilées, il y a quelques années à peine. Et aujourd'hui, il se pavane aux côtés de Rima Hassan, vous l'avez très bien dit, qui ne cesse de dire du Jourdain jusqu'à la mer, ce qui veut dire la destruction de l'État d'Israël, ce qui veut dire la mort des Juifs israéliens. Et Mélenchon l'approuve. Et Mélenchon valide. Mais je vais vous dire, je n'en veux pas tant à Mélenchon qu'à ceux qui ont décidé de s'allier avec ces crapules, avec cette nouvelle peste brune, avec ces nouveaux antisémites. Mais à côté... Je vais vous surprendre. J'ai animé un débat récemment à la demande du CRIF pour rendre hommage à Serge Klarsfeld. C'était avant le 7 octobre. Et son fils est arrivé, assez vif, assez nerveux, et la salle, qui était assez nombreuse, s'est scindée en deux. Les uns approuvant Serge Klarsfeld d'être allé à Perpignan, voir Louis Alliot, les autres désapprouvant. Et j'ai discuté avec Serge Klarsfeld, et ça m'a perturbé. Ça continue de me perturber sur les raisons de son choix. Et il m'a clairement dit, j'ai le choix entre un danger, vous l'avez très bien dit Fabienne tout à l'heure, la gestion des villes dirigée par le Front National, avec un risque de mauvaise gestion, et un danger existentiel que représente aujourd'hui LFI, existentiel pour Israël et pour, sachant que Rima Hassan, on le dit de plus en plus, les services de renseignement doivent le savoir, mais pour l'instant ça n'est pas publiquement, serait une agente de la Syrie, payée par la Syrie et missionnée pour déstabiliser une démocratie française, comme la plupart des islamo-gauchistes tentent et réussissent à déstabiliser l'Europe démocratique aujourd'hui. Israël est en danger existentiel et Israël a le devoir de se battre. Les Juifs de France, comme les Juifs européens, sont aujourd'hui en danger existentiel. Ça me rappelle, je suis né en Algérie, et ça me rappelle le fameux processus algérien, où nous étions les Juifs, nous, plutôt neutres, dans la bataille d'indépendance entre les uns et les autres, et nous étions obligés de partir à un certain moment parce qu'on ne voulait plus de nous. C'est ce à quoi tendent aujourd'hui les mélenchonistes. C'est ce à quoi tendent aujourd'hui tous les membres de LFI. Il faut voir tous les liens qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. Tout ce que font les députés, les élus LFI à Marseille, à Grenoble, à Paris, à Nantes, à Rouen. Et je vois que des hommes comme François Hollande, reçus en grande pompe par le CRIF lors du dîner annuel, des hommes comme Olivier Faure, adoubés par une certaine partie de la communauté juive, des femmes et des hommes socialistes, écologistes, sociodémocrates, ont accepté de s'allier avec des crapules antisémites. Je suis indigné. Vous savez, pour la première fois de ma vie, après le 7 octobre, j'ai tweeté, comme on dit. Pour la première fois, parce que j'ai souvent obéi à un devoir de réserve. On est journalistes tous les deux, et on obéit à un devoir de réserve. Tous, pardonnez-moi, je m'adressais à Yves. Et là, j'ai tweeté pour la première fois. J'étais tellement dévasté par le 7 octobre, je n'ai cessé de pleurer comme nous tous depuis. Et puis après, j'ai arrêté.
J'ai arrêté, je me suis muré dans une sorte de silence total parce que j'ai compris que seuls les Juifs parlaient aux Juifs. Le 7 octobre a été très vite oublié. Vous avez raison de dire, Yves, qu'on est dans une inversion accusatoire. La victime devenant coupable aux yeux de nombreuses personnes, et pas seulement les LFistes ou les gauchistes ou les islamo-gauchistes. Vous comprenez de quoi je parle. Et là, on est, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Bernard-Henri Lévy qui l'a très bien écrit, dans une solitude extrême. Et je suis indigné de voir des sociodémocrates, des hommes de bonne volonté, de centre-gauche, s'allier avec LFI, ça me dégoûte. Voilà où on en est aujourd'hui. Et je peux comprendre, je l'ai dit tout à l'heure, parce que je vais être honnête jusqu'au bout du bout. Je peux comprendre les raisons pour lesquelles aujourd'hui certains Français, et je quitte le cercle juif. Les raisons pour lesquelles de nombreux Français aujourd'hui votent pour Marine Le Pen, parce qu'ils en ont marre. Ils ne disent rien. C'est ce qu'on a toujours appelé la majorité silencieuse. La majorité silencieuse ne dit rien, mais elle en a marre de voir des enseignantes décapitées, le père Hamel décapité, des femmes violées, une jeune fille de 12 ans violée. Il ne s'agit pas que des Juifs. Nous sommes dans une situation de très grand danger aujourd'hui. D'abord pour les Juifs, qui ont toujours été les sentinelles et toujours été en première ligne, mais aussi pour les démocraties occidentales. Je suis indigné, je suis dévasté et je suis très inquiet pour l'avenir de notre pays. Un dernier mot, Yves Azeroual. Vous diriez, vous aussi, que finalement, cette stratégie d'ILFI, elle profite directement au Rassemblement national ? Je veux d'abord dire que je suis d'accord avec Paul Amar à 1000% sur tout ce qu'il vient de dire. Elle profite... J'ai l'impression que Jean-Luc Mélenchon ne souhaite pas gouverner. Lui, sa stratégie, c'est le chaos. Et en tenant les propos qu'il tient, en s'affichant avec Rima Hassan, il est en train de pousser les électeurs dans les bras du Rassemblement national. Il y a un moment où on peut dire stop, l'extrême droite, etc., mais quand il y a 12 millions de Français qui votent pour un parti comme le Rassemblement national, je pense qu'il faut être très humble et s'interroger sur les raisons qui poussent nos compatriotes à voter pour l'Assemblée nationale. Il faut arrêter de les traiter de fascistes, il faut arrêter de les traiter d'extrême droite, il faut arrêter de jeter des anathèmes. Il y a des raisons objectives. Ça ne serait pas mon point de vue, mais il y a des raisons objectives. Et moi, je respecte ce vote et j'en ai beaucoup contre ceux qui appellent à voter pour LFI. Parce que je n'oublie pas que ce parti est un parti antisémite. Espérons ce soir qu'il n'y aura pas que des Juifs qui seront devant leur écran de télévision. Octobre 2023, Israël attaqué par le Hamas, l'histoire d'un massacre. C'est donc ce soir, 21h10 sur RMC Story. Merci beaucoup Yves Azeroual d'être venu nous en parler sur RCJ. Et merci Paul Amar.